On va effectivement parler des data centers et à savoir est-ce qu'ils sont des actifs stratégiques pour la France dans la course à l'IA. Plusieurs fois dans la journée, le mot data center nation a été prononcé pour souligner le fait que suite aux nombreux investissements qui ont été annoncés pendant le sommet pour l'IA, la France va désormais accueillir beaucoup de ces infrastructures. Il y a 35 sites qui ont été présélectionnés par le gouvernement pour les accueillir. Et avec derrière cette idée que ça peut nous permettre d'acquérir une forme de souveraineté technologique, même si une grande part de ces investissements sont étrangers, et que peut-être ça permettrait le développement d'une IA plus verte, entre guillemets, puisque le mix électrique de la France est en grande partie décarboné. Pour parler de ces sujets, j'ai avec moi Quentin Adam. Vous êtes PDG de Clever Cloud et président de l'Open Internet Project. Donc Clever Cloud est un acteur français du cloud. Charles Thibault, bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, doctorant en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Clément Marquet, vous êtes sociologue, chargé de recherche à l'école des mines de Paris. Je voulais commencer avec vous, Quentin Adam, peut-être sur... parce qu'il y a quelques semaines, vous signez dans la tribune une tribune justement assez pessimiste sur le devenir technologique de l'Europe, en disant qu'on était dans une descente programmée vers l'insignifiance technologique. Est-ce que c'est les investissements qui ont été annoncés et le fait que la France, se positionne comme un pays d'accueil des data centers, vous redonne... un peu espoir? Non. En fait, le data center est un actif stratégique parce que c'est mieux de l'avoir sur notre sol qu'ailleurs, et effectivement parce que comme on a un bon mix énergétique, et non, je ne suis pas en train de parler une fois de plus des choix discutables de nos amis allemands, mais un petit peu quand même, on a un bon mix écologique et c'est une bonne chose pour la planète. Par contre, la technologie, c'est pas faire du béton et consommer de l'électricité. La technologie, c'est du logiciel. Et quand c'est pas du logiciel, c'est du hardware, et c'est l'IP des puces qui permettent de faire tourner l'IA. Et c'est là-dedans qu'il faut se concentrer. Donc autant c'est très important qu'on ait les data centers parce qu'on en a besoin pour faire le reste, c'est les fondations, autant ce qui donnera l'indépendance technologique, c'est le logiciel et c'est l'IP sur les puces. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'évolution qu'il va y avoir dans le hardware et dans les data centers liée à l'intelligence artificielle et au contexte global de ces marchés-là, et ça, c'est absolument passionnant ce qui va se produire. Charles Thibault, vous aviez, quand on avait échangé, une vision assez pessimiste aussi des annonces qui ont été faites, enfin, en disant que c'était peut-être pas la bonne stratégie à adopter, le fait d'ouvrir nos portes aux investissements étrangers, compte tenu du contexte géopolitique qui a beaucoup changé. Peut-être pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette vision des choses? Oui, bien sûr, merci de votre question. Bon, en fait, moi, les annonces d'Emmanuel Macron m'ont fait rire. C'est-à-dire qu'il nous a fait un peu miroiter des espèces de centaines de milliards d'investissements publics, parce que c'est comme ça qu'il a présenté un peu les choses au départ, ou en tout cas en laissant penser qu'éventuellement l'État pourrait être derrière. Évidemment, il s'avançait un petit peu, puisque en tant que président de la République dans un régime de cohabitation ou quelque chose comme ça, il n'a évidemment pratiquement aucun pouvoir institutionnel. Donc, ce qui me fait peut-être aller sur le résultat de ce sommet sur l'intelligence artificielle, qui est avant tout en fait un grand exercice de mise en scène de la capacité du président de la République, comme il le fait depuis tant d'années, depuis son passage à Bercy, même avant comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'est-à-dire cette capacité d'être un mobilisateur en chef des investissements et des capitaux étrangers qui, grâce à son courage et grâce à sa vision, viendrait en masse abonder le tissu économique et technologique français. Bon, évidemment, il faut quand même rappeler que toutes ces annonces qu'on a vues, bon, d'une part, elles restent pour leur rhétorique spéculative, en tout cas les investissements restent spéculatifs, et puis effectivement on peut s'interroger sur l'identité, la nationalité de ces investisseurs. Le premier d'entre eux, c'est quand même les Émirats Arabes Unis.
Alors je passe sur le fait qu'il s'agit tout de même malgré tout d'une dictature, ça a l'air de poser de problème à personne. Bon, passons, hein, où l'esclavage quand même des travailleurs immigrés est une pratique courante, où on pratique la torture, je passe. Mais voilà, on est sur des investisseurs étrangers, Émirats Arabes Unis, qui, soit dit en passant, sont le premier partenaire quand même du projet Stargate, donc le projet concurrent américain, ce qui n'est pas rien. Et puis le deuxième investisseur venu abonder à ce grand plan français, c'est un fonds américano-canadien. Bon. Brookfield, exactement. Donc effectivement, on peut se poser la question de où est passée la souveraineté numérique qui était l'objectif ultime du gouvernement français et qui, d'un seul coup, a disparu dans les nuées. Si je rebondis sur ce que dit Charles, c'est en fait la Startup Nation et la souveraineté numérique, à la place on a Plug Baby Plug, qui correspond à dire on sait produire de l'énergie nucléaire parce que Pompidou l'a fait il y a 50 ans. Mais factuellement, qu'est-ce qu'on fait là tout de suite pour la souveraineté numérique? C'est ça la question. Et ça, c'est une question qui est importante. Et je ne veux surtout pas être désagréable, mais si on veut continuer à produire de l'électricité nucléaire pas chère, il faudrait peut-être tenir les engagements qu'on a eus sur le fait de construire des nouvelles centrales. Alors pour rebondir justement sur l'aspect électricité décarbonée que le président nous vend et qui en fait de la France une terre particulièrement accueillante pour les data centers. Est-ce que c'est une vision un peu réductrice de l'impact que pourrait avoir un data center sur un territoire et sur la planète, le fait de se concentrer uniquement sur l'électricité dont ces structures ont besoin? Oui, sur l'enjeu environnemental. Peut-être juste avant d'en venir à ça, ce qui a quand même changé avec le sommet sur l'IA, c'est que l'État développe depuis finalement assez peu une stratégie sur les centres de données, qui ne sont pas l'ensemble de la chaîne, mais qui font une partie quand même de la chaîne du numérique, et qui jusque-là étaient des objets non existants du point de vue administratif, planification, etc. La seule chose finalement que l'État avait fait à l'attention des centres de données, c'était de diminuer le prix de l'électricité à partir d'une certaine consommation. Ce qui, quelque part, posait énormément de problèmes dans l'organisation du réseau électrique, l'aménagement du territoire, etc. Donc là, il y a des décisions qui sont en train d'être prises, on identifie des sites, on se fait des partenariats avec RTE, avec EDF, avec tout un ensemble d'acteurs publics, pour dire où est-ce qu'ils vont s'installer, et puis au passage, on dit l'artificialisation des sols est à nouveau possible pour les data centers, donc une stratégie qui pousse. Donc déjà, premier impact, quelque part, qui va se présenter pour ces grands data centers, hein, qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on construisait jusqu'ici, dans le paysage français et européen, puisque ces data centers d'IA consomment quasiment 10 fois ce qu'on a en France, sur les data centers de taille moyenne qu'on a généralement, c'est l'artificialisation des sols. Deuxième enjeu, c'est, alors là pour le coup moins en France, mais plutôt à l'échelle européenne ou états-unienne, la consommation d'eau, dont en France on a quelque part la chance d'avoir des réglementations relativement protectrices qui ont évité la mise en place de systèmes extrêmement consommateurs qui ont été mis en place assez largement aux États-Unis et ailleurs, sur lesquels ils sont en train de revenir, mais comme ça a été mis en place dans les années 2010, ça continue à tourner. Et pour refroidir les données avec l'IA, enfin pour refroidir les GPU, ça tourne, et avec le réchauffement, ça tourne encore plus pendant l'été, donc ça consomme beaucoup d'eau. Et enfin, dernier impact importé quelque part, c'est tout ce qui est extraction des minerais, fabrication des composants, donc qui consomme énormément beaucoup d'eau, mais qui aussi détruit des territoires de façon assez large et qui est aussi accompagné d'un certain nombre de guerres civiles. Donc il faut avoir sur la question du numérique une vision, ce qu'on appelle cycle de vie complet, donc il y a aussi la question des déchets. Et si ces problèmes étaient déjà préexistants avant, on doit quand même se rendre compte qu'avec l'IA, on les intensifie. On ne trouve pas de solution à ces sujets-là. Donc c'est quand même quelque chose qui est important dès qu'on a un discours sur l'alliance entre la transition environnementale ou écologique et la transition numérique. Et juste pour rebondir là-dessus, pourquoi vous dites que les data centers sont un impensé et qui sont pas... Parce que c'est problème de l'impact du numérique, c'est quelque chose qu'on connaît depuis déjà plusieurs années. Pourquoi est-ce que ça continue d'être ignoré? Parce que l'État français, mais c'est pas propre à la France, à beaucoup de pays, dans beaucoup de pays ça a été un impensé, même si nous on arrive quand même assez tard sur le sujet, a principalement vu les data centers sous l'angle au début du cloud, mais du cloud vu par les opérateurs de télécommunications. Donc ils ont investi dans CloudWatt, dans Numergy, enfin j'ai oublié les noms avec SFR, donc dans les acteurs habituels de la technologie de télécommunication française, sans penser en fait l'ensemble de l'offre data center qui pouvait exister, ce qu'on appelle la colocation. Et avec la croissance de ces infrastructures,
On a eu tout un ensemble finalement de déplacements, c'est-à-dire comme elles étaient au début petites, c'était du tertiaire, et puis après elles sont devenues de plus en plus grandes, et on savait plus trop où est-ce qu'on les mettait, sur des terrains tertiaires, sur des terrains industriels, à quelle fiscalité alors, tertiaire, industriel, ça rapporte pas la même chose. Et tout ça, c'est devenu un enjeu de bagarre pour chaque implantation de data center avec les collectivités territoriales. C'est bien qu'au bout d'un moment, aussi bien les collectivités concernées que la filière data center demandent à l'État de clarifier ce statut. Le dernier exemple, par exemple, c'est la loi tertiaire, le décret tertiaire qui s'applique au data center, comme n'importe quel bâtiment qui devrait optimiser son fonctionnement, diminuer sa consommation énergétique, alors que la grande majorité des installations aujourd'hui sont extrêmement optimisées, donc ne peuvent pas atteindre les objectifs qu'on leur donne. Donc on a plein de petites absurdités en termes administratifs qui font que ce secteur est mal compris, ce qui fait à la fois un peu ruer dans les brancards les acteurs économiques, mais qui sont aussi autant de pertes d'opportunités sur un aménagement du territoire qui soit pensé un peu finement sur le plan environnemental. Je me tourne vers vous, Quentin Indin. Est-ce que vous avez le sentiment que votre secteur est incompris, justement ? Je pense qu'il y a un problème fondamental, c'est qu'on a un problème de technicité dans les preneurs de décision. C'est-à-dire que très souvent, on est sur des gens qui ont une culture trop administrative. Ce que j'explique souvent, c'est que le seul point commun entre Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, Eric Schmidt, Mark Zuckerberg, etc., c'est que c'est des techs. Et qu'à un moment, pour prendre des décisions technologiques, c'est pas si mal que ça de savoir de quoi ça parle, et que ça reste un des grands problèmes français que d'avoir un manque de technicité. Et au global, dans l'État, la part administrative a pris le pas beaucoup sur les techniciens. Et je pense que si on regarde l'histoire des grands moments où on a créé Alstom, Airbus, les centrales nucléaires, c'est une part où les équilibres de force, les polytechniciens, les centraliens étaient très présents au sein de l'État. Aujourd'hui, l'administratif a beaucoup pris le pas. Je pense qu'un des points importants à comprendre, c'est que le pas des data centers, dans le cas de l'IA, c'est un changement de paradigme des data centers. Effectivement, ils vont consommer beaucoup plus, mais également, ils vont se spécialiser. C'est-à-dire que les data centers d'entraînement vont devenir des pièces intégrales dans lesquelles on va trouver à la fois le semi-conducteur qui leur est lié et leur consommation, avec un business model qui va complètement dériver de ce qui est fait aujourd'hui dans le data center pour aller plus proche des usines de production de semi-conducteurs où on met aux enchères des slots de production pour être capable d'aller faire son entraînement. Et les data centers d'inférence, donc le moment où on utilise l'IA, qui eux vont aller clairement au design to cost, où en fait ce qui est en train de se passer, c'est qu'on industrialise l'IA, donc on réduit ses coûts, on la rationalise, et pour ça, il se génère une éternité de nouvelles boîtes dans le semi-conducteur qui créent ce qu'on appelle des NPU, qui sont en fait des coprocesseurs de calcul faits pour remplacer les cartes graphiques d'NVIDIA. Parce qu'en fait, les cartes graphiques d'NVIDIA, elles ne sont pas faites pour faire ça. Donc elles consomment très fort et surtout, il y a plein de trucs qui ne sont pas utiles quand on fait de l'inférence au quotidien. Par contre, il y a des puces qui arrivent, qui sont des puces spécialisées. Vous avez les Furiosa sud-coréennes, vous avez les SpinCloud allemandes, vous avez les extraordinaires Vesora françaises. Enfin, on a des très très belles boîtes qui sont intéressantes. La raison pour laquelle Mistral est si rapide, par exemple, c'est qu'ils utilisent un NPU qui lui coûte une fortune, mais qui est absolument génial, qui s'appelle le Cerebra, qui lui permet en fait à Mistral d'être aussi rapide. Et en fait, ça va déterminer un truc qui est qu'en fait, on ne sait pas quel type de data center va être réellement utilisable pour faire l'inférence à terme. Parce qu'en fait, on est en train également de casser, mais par exemple, ce qu'on va pouvoir faire avec Vestora, dans nos premières simulations, on va diviser par 70 la consommation énergétique de l'inférence. Donc on est quand même sur des calculs qui sont extrêmement intéressants. Et en fait, tout le milieu est en train de changer. Le milieu du semi-conducteur change. Les derniers mouvements dans le domaine, alors ça peut vous paraître des mouvements d'experts, mais les puces ARM, qui est une société de Cambridge, qui a été rachetée par SoftBank, qui est un japonais, sont également utilisés dans un truc qui s'appelle Ampere Computing, qui a également été acheté par SoftBank, qui est en fait en train de faire un jeu qui est de créer une industrie comparable à Intel en face de Intel, mais basée en Europe avec des capitaux japonais. Donc en fait, ce qui est en train de se passer dans ce milieu-là, c'est que l'IA est en train de relancer le sujet du semi-conducteur de façon passionnante. Et donc il ne faut pas se focaliser sur des bâtiments en béton qui bouffent de l'élec. Ce qu'il faut, c'est comprendre que l'IP des semi-conducteurs internes est majeur et qu'ensuite le logiciel est majeur et la data qui permet d'entraîner tout ça est le sujet. Donc bien sûr, c'est intéressant d'avoir les machines sur son sol, mais surtout, il est important qu'on se mette à créer la technologie de l'IA, l'intelligence, le soft. Merci. Charles Thibault, je voulais revenir avec vous sur les montants qui ont été annoncés. Où vous dites effectivement c'est spéculatif.
Et en plus de ça, ça paraît assez lointain par rapport aux montants investis par la Chine et les États-Unis qui sont en position de leader. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, oui. Mais est-ce que, ma question c'était, est-ce que ça vaut le coup, du coup, environnemental et aussi financier d'essayer de rattraper ces deux pays? C'est une bonne question. C'est-à-dire que la question que je me pose toujours, c'est bon. Alors sur le plan environnemental, je suis incapable de répondre. C'est-à-dire que j'ai aucune idée en fait, voilà, savoir si ce qui est produit, ce qui est conçu aujourd'hui est soutenable en termes environnementaux. Je n'en sais rien. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir qu'est-ce qu'on cherche à faire, quels sont les projets technologiques qu'on cherche à avoir. Là, pour l'instant, on est sur une dynamique, mais qui existe depuis une dizaine d'années, qui est de se dire, voilà, il faut se développer de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi? Pour quelle technologie précise? Pour quels usages précis? Et en fait, ça, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on ne voit jamais de réflexion précise sur le sujet. Je vais prendre un contre-exemple. Ce qui se passait, par exemple, aux États-Unis autour du développement du web et des technologies du web dans les années 90. Comment ça s'est passé? Vous aviez différents acteurs qui se coordonnaient, qui cherchaient à coordonner de manière synergétique leurs ambitions pour arriver à un modèle performant. Et ça s'est passé, par exemple, je pense à la naissance de Google. Voilà, ça arrive dans un contexte où vous avez le département de la défense d'un côté, les fonds de capital investissement de l'autre, des scientifiques universitaires de l'autre, et qui à un moment donné sont là aussi pourquoi? En fait, pour discuter de quelle va être la demande du principal commanditaire, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire l'armée. En fait, ils sont là pourquoi? Parce que c'est le donneur d'ordre et c'est lui en fait qui va fixer à un moment donné la confiance qu'on peut avoir dans les technologies qui vont être produites dans cette direction-là, dans cet objectif-là. Et à ce moment-là, c'est comme ça que vous voyez que les premiers fonds de capital investissement qui vont investir dans Google, par exemple, donc ça va être Sequoia Capital ou Kleiner Perkins Caufield Byers, ils font partie de cet écosystème-là qui ont vu que l'État faisait confiance à Google, mais très clairement, comment ça s'est passé? C'est que Larry Page et Sergey Brin, ils faisaient leur doctorat à Stanford en informatique, et qu'est-ce qui se passait? C'est que tous les 3 mois, ils avaient la visite du chef du bureau recherche et développement de la CIA, qui venait, qui finançait leur doctorat et qui regardait l'avancée de leurs travaux. Donc là, si vous voulez, les investisseurs ont vu qu'il y avait quelque chose, que l'État faisait confiance à ces deux gamins-là sur une technologie qui paraissait quand même un peu balbutiante. Et en fait, je trouve que c'est ce qu'on n'a pas en France, ni en Europe. C'est-à-dire, à un moment donné, l'État qui, certes, n'est pas forcément très compétent techniquement, mais qui, au moins, peut avoir l'idée de ce qu'il veut, dans le domaine militaire, par exemple. Et ça, jusqu'à présent, en tout cas, moi, je ne le vois pas. Clément Marquet, est-ce que justement pour sortir un peu de cette impasse de l'impact environnemental, d'avoir une idée de ce qu'on veut faire de l'IA, vous êtes d'accord avec ce que vient de développer Charles Fibou sur le côté on manque de lignes directrices sur vraiment les cas d'application concrets de cette technologie? Je pense qu'aujourd'hui, la question environnementale, c'est vraiment une aporie très complexe à penser, parce que si on reste branché juste sur cette question, moi, je suis assez catégorique, et les collègues qui produisent les chiffres le sont aussi. On va dans une impasse. C'est-à-dire que la croissance du numérique en termes environnementaux, elle ne fait qu'augmenter. Elle a doublé en 10 ans. Là, on est dans une phase d'accélération. Elle connaîtra peut-être des trémolos parce qu'on aura des meilleurs GPU, mais il y a tous les équipements qu'on produit et qu'on reproduit avec, qui a priori demanderont de nouveau renouvellement des équipements, etc. Et il n'y a pas de raison que ça s'améliore. Sachant que les promesses qu'on peut avoir de l'IA for Green, il faut savoir qu'elles sont aussi valables pour l'IA for Grey. C'est-à-dire que l'IA, ça sert aussi bien à faire de l'optimisation et des jolies choses qui ont peut-être été présentées dans certains prix aujourd'hui sur le côté environnemental, qu'à extraire plus de barils de pétrole. C'est une grande accélération de tout le numérique, et pas l'IA spécifiquement. L'IA vient intensifier ce mouvement-là. Donc ça, c'est la part sombre des choses. Sur le plan environnemental, moi, je ne vois pas comment on s'en sort avec la trajectoire qu'on a. Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas penser qu'à ça, puisque les grands bouleversements géopolitiques des derniers mois renforcent, mais qui étaient déjà un peu prévalents auparavant, font qu'on ne peut pas se dire qu'on n'appuie pas sur ce levier-là. Donc, de mon point de vue, je suis un peu coincé par rapport à l'état de mes réflexions-là, en se disant géopolitiquement, si on n'appuie pas non plus là-dessus, ça va être compliqué. Donc, peut-être axé sur certains usages ou certaines applications, ça vous semble pertinent de votre côté, Quentin, non?
De manière générale, à partir du moment où on est en train de consommer beaucoup d'énergie, c'est sûr que c'est utile de s'en servir pour faire des choses intéressantes. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au balbutiement de l'introduction industrielle de l'IA dans les usages. Et déjà, ça a changé beaucoup de choses. Enfin, des postes ont été supprimés, mais en fait, là, on est au balbutiement. Et ce qui est en train de se produire, c'est qu'on a besoin effectivement de s'axer sur des usages qui ont du sens et d'avoir une politique qui ne dit pas l'IA c'est génial, mais servons-nous de l'IA pour booster la compétitivité de notre pays, parce que là, on se targue en tort d'être 7e puissance du monde. Je veux surtout pas être désagréable, mais on représente 0,4% du numérique mondial dans les achats. C'est pas... Enfin, si je vous explique qu'en industrie, à la révolution industrielle, en pleine révolution industrielle, on aurait pesé 0,4% de la révolution industrielle, vous croyez vraiment qu'on serait là aujourd'hui ? Alors je vous laisse terminer par cette phrase pleine d'optimisme et de joie. Marine, le mot de la fin. Merci à tous, tout simplement. Merci à tous, merci beaucoup de ce coup de pied aux fesses pour terminer.